Imagine une salle plongée dans la pénombre, des tentures lourdes, l'odeur de l'encens, le murmure de la mer tout près. Au centre, une femme. Elle est jeune, intelligente et dangereusement lucide. Autour d'elle, un royaume au bord du gouffre. L'Égypte n'est plus l'empire qu'elle était. Rome avance, lentement, mais sûrement. Et pourtant, cette femme refuse de disparaître. Elle ne se contente pas de régner. Elle observe, elle calcule, elle joue, elle séduit. Pas seulement par sa beauté, mais par son esprit. Son nom traverse les siècles. On l'a transformée en mythe, en tentatrice, en reine fatale. Mais derrière la légende, il y a une souveraine bien réelle, la dernière reine d'un monde ancien. Elle s'appelle Cléopâtre. Cléopâtre naît en 69 avant notre ère, à Alexandrie, une ville fascinante, bruyante, cosmopolite. Un port immense, des bibliothèques, des savants venus de partout. Elle appartient à la dynastie des Ptolémées, des Grecs installés en Égypte depuis la conquête d'Alexandre le Grand. Depuis 3 siècles, ils règnent sur le pays des pharaons. Mais le pouvoir est fragile. À la cour, les complots sont permanents. Les alliances se font et se défont. Les frères épousent les sœurs, les parents éliminent les enfants. Cléopâtre grandit dans ce climat. Très tôt, elle apprend à se méfier, à écouter, à observer. Contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs, elle s'intéresse au peuple égyptien. Elle apprend sa langue. Elle parle le grec, le latin et plusieurs langues orientales. Elle comprend quelque chose de fondamental. Le pouvoir ne repose pas seulement sur les armées. Il repose sur la parole, sur l'image, sur la capacité à convaincre. À 18 ans, elle devient reine. Mais elle ne règne pas seule. Elle partage le trône avec son jeune frère. Très vite, le conflit éclate. La cour se divise. Cléopâtre est écartée, chassée d'Alexandrie. La reine devient une fugitive. Exilée, Cléopâtre refuse de renoncer. Elle sait que l'avenir de l'Égypte ne se joue plus seulement à Alexandrie. Il se joue à Rome. Un homme domine alors le monde romain, Jules César. Quand César arrive en Égypte, Cléopâtre comprend que c'est sa chance. Elle tente un pari fou. Elle se fait introduire en secret dans le palais royal. Selon la tradition, enroulée dans un tapis. Vrai ou non, le geste est spectaculaire. Face à César, elle ne supplie pas. Elle parle, elle argumente, elle expose sa vision. César comprend rapidement l'intérêt stratégique de cette reine. Avec son soutien, Cléopâtre reprend le trône. L'Égypte reste officiellement indépendante, mais désormais, elle vit sous l'ombre de Rome. Cléopâtre devient l'allié de César et sa compagne. Un fils naît de leur union, Césarion. Pour Cléopâtre, ce n'est pas seulement un enfant, c'est un symbole, un lien direct entre Rome et l'Égypte. Mais à Rome, la situation bascule. Jules César est assassiné. Une fois encore, le monde change brutalement. Après la mort de César, Rome s'enfonce dans la guerre civile. Plusieurs hommes se disputent le pouvoir. Parmi eux, Marc-Antoine. Entre Antoine et Cléopâtre, l'attirance est immédiate. Ils partagent le goût du pouvoir et celui de la mise en scène. Cléopâtre se présente comme une reine divine. Antoine se voit comme un nouveau Dionysos. Ensemble, ils rêvent d'un empire oriental, un empire capable de rivaliser avec Rome. Des enfants naissent, des territoires sont promis. Mais à Rome, un autre homme observe, froid, méthodique, patient, Octave, le futur Auguste. Il comprend que Cléopâtre est plus qu'une reine, elle est un symbole. Alors il la transforme en ennemie publique. Dans les discours romains, elle devient une manipulatrice, une reine étrangère qui menace l'ordre romain. La propagande fait son œuvre. Peu à peu, l'opinion bascule. La guerre devient inévitable. En 31 avant notre ère, les flottes se font face, au large d'Actium. D'un côté Octave, de l'autre Antoine et Cléopâtre. La bataille est confuse, les navires manœuvrent difficilement, la fumée envahit la mer. À un moment crucial, la flotte de Cléopâtre se retire. Antoine la suit. L'armée est désorganisée, la défaite est totale. Le rêve s'effondre. De retour en Égypte, tout est perdu. Antoine, croyant Cléopâtre morte, se suicide. Cléopâtre est capturée.
Octave veut la ramener à Rome, la montrer au peuple, comme un trophée. Elle refuse cette humiliation. En 30 avant notre ère, Cléopâtre choisit sa fin. Les détails restent flous, un poison, un serpent, une mise en scène. Ce qui est certain, c'est son choix. Elle meurt en reine. Avec elle disparaît l'Égypte des pharaons. L'Égypte devient une province romaine. Octave devient Auguste. Un nouvel empire commence. Cléopâtre, elle, entre dans la légende. On se souvient de son visage, de ses amours, de sa mort, mais trop rarement de son intelligence politique. Cléopâtre n'était pas seulement une femme fatale, elle était une stratège, une souveraine, une survivante, la dernière à tenter de résister à Rome. Et la question demeure, Cléopâtre a-t-elle perdu par amour ou parce qu'un monde ancien ne pouvait plus rivaliser avec la machine romaine? Peut-être les deux. Mais une chose est sûre, tant que l'on racontera l'histoire, le nom de Cléopâtre continuera de briller, entre le pouvoir, le mythe et la tragédie.